Bonjour et bienvenue pour ce 16e numéro héroïque des podcasts de Super Théa et de Théa Isaac. Bonjour à tous, bonjour Théa. Bonjour Zach. Est-ce que vous allez bien? Toujours. Et vous? Ça me rappelle une réponse. Oui, moi aussi, merci beaucoup, sans souci. Donc nous nous retrouvons une fois de plus dans la joie et la bonne humeur pour une thématique complètement différente de celle qui a été abordée jusqu'à présent, à savoir le féminin, le masculin et la contraception. Tout à fait. Alors, on reste dans le registre des enregistrements répondant aux questions qu'on nous envoie. Et là, en l'occurrence, c'est une question d'un auditeur, en l'occurrence une auditrice, AV comme AV. Alors, on vous a reconnu, AV, on connaît votre style, et puis vous êtes une fidèle parmi les fidèles depuis longtemps. Bon, on n'en dira pas plus. On passe à votre question, qui est précisément la suivante. Alors, bonjour Théa et Isaac, bonjour. Le rôle de la femme et celui de l'homme au sein du couple sème la discorde au cœur de la société. Selon une... Alors, je lis tout, puis on reprendra petit à petit. Ça vous convient ? Oui, ok. Selon une grande majorité, l'homme doit être the provider, c'est-à-dire celui qui va prendre en charge financièrement la femme ainsi que toutes les tâches externes à la maison. Quant à la femme, elle doit se montrer douce, docile et s'occuper de son partenaire et de son ménage. Une femme avec une énergie masculine, par exemple, étoufferait la masculinité de son partenaire et l'empêcherait d'exister telle qu'elle. Tandis qu'un homme se plaisant dans un rôle plus maternant se verrait entraver et scléroser l'énergie féminine de sa partenaire, de quoi déconcerter plus d'un. Il serait donc préférable à l'un comme à l'autre de rester dans l'énergie de la polarité qui lui est propre pour le bien du couple, ainsi que le bon fonctionnement de la société. Mais qu'est-ce que les deux polarités finalement ? Pensez-vous que ces schémas comportementaux stéréotypés, correspondant à une image sociale traditionnelle de l'homme et de la femme, sont à la hauteur de ce qui pourrait représenter les deux polarités ? Merci. Alors déjà, ça fait 2 questions. Ouais. Enfin... on reprend peut-être partie par partie, ça permettra de commenter. D'accord. Bonjour Théa Isaac. Bonjour. Le rôle de la femme et celui de l'homme au sein du couple sème la discorde au cœur de la société. Oui, alors c'est pas que au sein du couple, à la limite, c'est le masculin et le féminin qui ont, au lieu de se complémentariser, qui ont simplement appuyé leurs opposés et qui ont créé de la discorde là où à la limite. Les opposés conflictuels en l'occurrence. Voilà, c'est ça où il n'y en avait pas. Voilà. Il est un fait qu'on vit dans une société patriarcale. C'est un secret pour personne, évidemment. Ça n'aide pas la fluidité des relations hommes-femmes, évidemment. Surtout maintenant qu'il se rajoute des genres à l'appel. Franchement... Ça, c'est un coup des Pléiades, moi je vous le dis. C'est Yana qui disait LGBTQXYZ+. LGBT, UV, W, XYZ. C'est tout à fait ça. Ouais. Enfin, bref, c'est déjà assez compliqué avec 2. C'est vrai que si on en met 32, ça va pas simplifier le truc. Alors, selon une grande majorité, l'homme doit être the provider, c'est-à-dire celui qui va prendre en charge financièrement la femme ainsi que toutes les tâches externes à la maison. Alors, c'est lié à la société patriarcale uniquement. C'est lié à la société patriarcale et en fait, je dirais c'est un rebond de la société actuelle par rapport à ce qu'il se passait, on va dire au Moyen Âge. Je parle bien d'Antiquité, mais enfin là c'est quand même très différent. Mais ne serait-ce que le Moyen Âge, c'est quand même plus proche, où l'homme travaillait généralement dans les champs, encore que la femme aussi, mine de rien, elle mettait du sien. Mais enfin, disons que la vie était quand même pénible, ou alors on avait des forgerons, etc. C'était généralement des métiers masculins. C'est vrai que la ressource physique musculaire était indispensable. Et donc, la femme, elle, s'occupait de tenir le logis, de nourrir les bêtes éventuellement, etc. Donc... Mais c'est du travail aussi. Pas qu'un peu. Mais c'est pour ça, en fait, les gens casent l'homme et la femme en disant la femme elle est à la maison et l'homme à tel endroit, ça crée vraiment des secteurs de vie différents. Il y a un fossé entre les deux et pourtant les deux ont besoin l'un de l'autre. Si la maison elle était pas tenue, il arriverait où l'homme quand il rentre du travail. Si l'homme allait pas travailler, la femme comment elle mangerait. En fait c'est de la collaboration. C'est pas censé être
le sexe fort et le sexe faible, pas du tout. Il faut être fort pour tenir une maison, c'est clairement compliqué, que ce soit l'homme ou la femme qui le fasse d'ailleurs. Il faut être fort pour arriver à gérer, à être complètement multitâche, à gérer un gamin, le téléphone, le repas sur le truc, et puis un homme n'y arrive pas. Hein. Comme c'est tout aussi éreintant d'aller... De faire de la route tous les jours pour aller travailler avec des travaux qui sont pas forcément intéressants en plus. Mais les deux rôles sont, dans le cas actuel des choses, sont difficiles et ne sont pas enviables dans les deux cas. Tout à fait. La société y pourvoit considérablement. Ça. Alors, il faut dire que il y a certaines pensées extrémistes, je dirais même plus qu'extrêmes, je dirais extrémistes, qui considèrent, quand on parle de complémentarité, ah oui, mais ça veut dire à ce moment-là que si un homme a quelque chose que la femme n'a pas, puisque forcément ils sont différents, ça veut dire que la femme en est dépourvue, donc ça veut dire que vous prétendez qu'elle est moins que l'homme et que... Voilà. Ça vaut dans l'autre sens aussi. Mais ça vaut dans l'autre sens. Généralement, c'est l'orientation, les ultra-féministes qui font, à mon sens, autant de mal, sinon plus, que les phallocrates, qui mettent ce coup de bistouri systématique dans l'équilibre qu'il est possible d'obtenir grâce à cette harmonieuse complémentarité. Une femme n'est pas un homme. Je suis absolument désolé. Un homme n'est pas une femme. Je pense que tout le monde est capable de le concevoir. Et chacun a ses points forts et ses points faibles. Chacun des deux. Et quand on est dans un couple qui est vraiment harmonieux, qui repose sur des valeurs en lesquelles ils croient, et que l'un et l'autre respectent. Combien j'ai entendu d'hommes qui disaient « Ah oui, mais c'est ma femme qui est mariée, pas moi. Elle doit se tenir à ce qu'on lui demande, moi je fais ce que je veux. » Combien hein. À la limite, depuis quelques années, on a de tout partout, quoi. C'est vraiment un chaos innommable. Mais non, il faut reconnaître les spécificités de l'une et l'autre polarité et les rendre complémentaires. Oui, mais s'il y a deux polarités, c'est fait parce que c'est complémentaire, justement, c'est juste ça. Alors non, une femme c'est pas chiant, c'est différent. C'est différent. Un homme c'est pas con, c'est différent. Il y en a, oui, mais il y en a pour... mais c'est vrai qu'en plus, les enseignements en rapport ne sont pas faits, donc les deux polarités, les hommes et les femmes plutôt dans l'état d'incarnation, ne se comprennent pas parce qu'on n'est pas enseigné du fait de comprendre que l'autre polarité a une psychologie, une façon de voir le monde qui est radicalement différente. Quand bien même on vit dans le même monde, c'est pas la question, c'est simplement que la polarité induit une façon de voir les choses d'une manière ou d'une autre, c'est tout. Il faut simplement réussir à complémentariser ses visions et à apprendre à se comprendre. Ce qui n'est pas facile. Je trouve que apprendre à gérer sa polarité complémentaire devrait être enseigné à l'école. Quasiment. Oui, ce sera le cas. Ce sera effectivement le cas, oui. Apprendre à vivre en bonne intelligence avec ses semblables, eh bien, ça concerne aussi la polarité complémentaire. Alors, selon une grande majorité, l'homme doit être the provider, c'est-à-dire celui qui va prendre en charge financièrement la femme ainsi que toutes les tâches externes à la maison. Quant à la femme, elle se doit d'être douce, docile et s'occuper de son partenaire et de son ménage. Alors oui et non, effectivement la femme a une forme de douceur que l'homme n'a pas. Par exemple un œuf, à l'intérieur d'un œuf ça va être plus doux qu'à l'extérieur. La femme aura ce côté plus maternant naturellement que l'homme a aussi. Imaginons qu'il y a un panel d'expressions possibles pour les deux polarités et simplement le dosage qui ressort dans chaque polarité est différent. Donc oui, l'homme aussi a un côté doux effectivement, mais simplement il s'exprimera différemment que le côté doux de la femme, ou le côté fort, ou le côté sensible à la douleur, ou le côté... tous les côtés qu'il peut y avoir, le fait que la femme ait un cycle qui la soumet aux variations émotionnelles, ou l'homme n'a pas ça par exemple, mais en même temps c'est nécessaire à l'homme aussi, ces cycles de variations qui sont propres à la femme. Ça lui est pas nécessaire à lui proprement, mais c'est nécessaire pour créer la vie, donc c'est nécessaire pour l'homme d'avoir une femme qui vive ça. Et pour la femme, c'est nécessaire pour elle d'avoir un homme qui soit stable et qui, tout le long du mois, ait toujours le même avis sur tout et toujours le même calme intérieur. Et chaque polarité a besoin de l'autre parce qu'ensemble, c'est la clé de tout. Il ne faut pas voir les spécificités de chaque polarité comme un problème, mais comme
comme une force, et il faut que chaque polarité soit fière de ce qu'elle est, de ce qui se trouve être la clé qu'elle a à mettre en commun avec la polarité opposée. Opposée, complémentaire, encore une fois. Oui, on parle vraiment de complémentarisation. Parce que opposé, dans l'esprit des gens, dès qu'on parle d'opposition, c'est du conflit. Non, opposé, ça veut dire face à. Oui, en l'occurrence, effectivement. Donc c'est pas... Et je pense qu'il est important de ne pas voir tout en blanc, tout en noir. Rien n'est tout blanc, tout noir. C'est un vaste nuancier qui est changeant en plus au cours de la vie. Sans compter qu'il y a des hommes qui sont particulièrement émotifs. À la limite, ils ne sont pas soumis à des à des astres cycliques, mais ils sont très émotifs, alors que certaines femmes sont d'une force. Ça dépend des gens, ça dépend de l'héritage, quelque part, de chacun, de la vie de chacun, de ce que chacun a vécu. Et ça dépend aussi de ce que les gens ont à apprendre. Alors, une femme avec une énergie masculine, par exemple, étoufferait la masculinité de son partenaire et l'empêcherait d'exister telle qu'elle. C'est ce à quoi vous venez de répondre. Tandis qu'un homme se plaisant dans un rôle plus maternant se verrait entravé, sclérosé. Ceci dit, il y a des femmes... sa partenaire, pardon. Excuse-moi, non, c'est moi. Je veux dire, il y a des femmes qui ont, par exemple, qui assurent des positions dominantes en termes professionnels, par exemple, qui s'y épanouissent de manière parfaite, qui ont le charisme, l'envergure, etc. Enfin, le panel requis à cet effet, et des hommes qui ont une affinité particulièrement prononcée pour les enfants, par exemple, et qui restent à la maison et qui s'occupent d'élever les enfants. C'est pas la situation la plus courante, mais elle existe. Et personne n'en est affecté, ou ce n'est délétère pour personne, dès lors que chacun se trouve être complémentaire à l'autre. C'est vrai que si on a un homme particulièrement dominateur et une femme de tête, ça ne pourra pas tenir. L'inverse non plus. Donc, il est important justement de travailler cette complémentarité. Et je pense qu'il est vraiment important d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde. Tout le monde est en couple, tout le monde veut être en couple, tout le monde s'entre-déchire et personne ne le supporte. Mais tout le monde veut faire comme tout le monde. Il faut arrêter ça. Oui, pourquoi ne pas se prendre le temps d'attendre la personne parfaite? Idéalisez-la, imaginez-la et attendez qu'elle vous soit présentée par la vie. Oui. Un couple, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. C'est pas simplement on se plaisait bien, zou. Non. C'est beaucoup plus que ça. On se plaisait bien, zou, ça peut être pour un soir, une semaine, pourquoi pas. Mais pour un engagement dans la vie, il faut plus que ça pour s'engager que on s'entend bien. Ça me donne chaud quand je le vois. Même en parlant d'engagement, c'est même l'engagement envers sa partenaire. Oui, un engagement affectif, je veux dire. Oui. Voilà, c'est pas forcément je m'engage devant je sais pas qui, devant monsieur le curé, ou devant non, le maire, c'est, ou face à l'autre, oui. déjà, ou même face à soi-même, d'ailleurs. Alors, il serait donc préférable à l'un comme à l'autre de rester dans l'énergie de la polarité qui lui est propre pour le bien du couple, ainsi que le bon fonctionnement de la société. Mais qu'est-ce que les deux polarités finalement ? Bon, c'est un petit peu ce qu'on disait, il y a un panel d'expression possible au sein de l'incarnation, un panel d'expression qui est réparti entre le masculin et le féminin. Effectivement, il y a certaines choses que le féminin est en incapacité de faire, comme d'autres choses que le masculin est en incapacité de faire, et pourtant il y a des choses sur lesquelles il y a un petit secteur où les deux peuvent varier par rapport à la douceur, à la force, à beaucoup d'éléments en réalité, mais un secteur qui est propre aux deux et sur lesquels ils dansent ensemble. Certains seront plus ci, d'autres plus ça, mais c'est pas parce qu'un homme est particulièrement maternant et qu'une femme est particulièrement forte, alors sachant que le féminin est quand même très fort, mais enfin fort musculairement disons, que c'est mal ou que c'est bien ou que c'est qu'importe. Il y a un panel d'expressions communs que chacun peut expérimenter plus ou moins en fonction de ce qu'il a envie ou besoin d'apprendre. Donc c'est pas un problème, et ce qui est propre à chaque polarité, je vais prendre quelque chose de très simple mais que tout le monde pourra comprendre: comment sont faits vos corps. À partir de là, vous savez ce qui est propre à chaque polarité. Le féminin est magnétique, c'est-à-dire qu'il attire en lui, le masculin est électrique, il émet. De là, vous pouvez en déduire tout ce que vous voulez, c'est très logique, c'est très simple, et malgré ces différences, il y a la zone de complémentarité sur laquelle les deux peuvent danser ensemble.
Pensez-vous que ces schémas comportementaux stéréotypés correspondant à une image sociale traditionnelle de l'homme et de la femme sont à la hauteur de ce que pourraient représenter les deux polarités ? Oui et non, rien n'est jamais vrai ni jamais faux de manière fondamentale. Mais il est vrai que ces caractéristiques, chacun a ses caractéristiques propres, que l'autre a également en moindre mesure. Et ensuite, effectivement, on ajuste le mélange. Il est vraiment important, je pense, de travailler la quête de cette complémentarité chez l'autre. Alors, un argument sur lequel je voulais rebondir, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est excellent, c'est que, en fait, on a l'impression comme ça dans le discours de dire que l'homme sans la femme n'est rien, la femme sans l'homme n'est rien. Bon, peut-être que l'homme sans la femme est moins qu'une femme sans homme. Ça c'est un avis personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, beaucoup de couples se forment parce que ils cherchent à compenser leur propre manque par ce que l'autre est susceptible de leur apporter. Donc finalement, l'un et l'autre est une béquille pour son partenaire ou sa partenaire, et c'est toujours, on fonctionne toujours dans le déséquilibre. Il faut essayer d'être parfaitement autonome soi-même, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, sentimentalement, sur tous les plans de la vie, et offrir à l'autre, en complément, son propre équilibre et sa propre stabilité intérieure, sa propre autonomie. Comme ça, l'un et l'autre séparément seront toujours forts, mais ensemble, ils seront bien davantage. Oui, bien sûr. Voilà. Que l'autre ne soit pas une béquille, que ce soit pas quelque chose qu'on aille prendre chez l'autre pour son équilibre à soi, mais que l'on aille offrir son équilibre à l'autre, qui lui-même a le sien. Et du coup, là, la complémentarité, elle devient, ça se multiplie. Et ça fait toute la différence. Et ça fait la différence, bien entendu. Alors, je ne sais pas si nous avons répondu exactement à la question posée, on l'a fait de notre mieux, ceci. Oui. A priori, voilà, on est dans cette zone-là. Il n'y a pas tout noir et tout blanc. Hein. Ça, c'est une vision. En fait, en tout domaine, la vision manichéenne, bien, mal, noir, blanc, jour, nuit, doit cesser parce que on n'est plus dans une ère. Enfin, on en est sorti, mais il y a très peu. Donc, on n'est plus dans une ère de dualité, de dualisme, de duplicité. On est dans une ère d'unité. Ça, c'est quand même la différence fondamentale entre avant et ce dans quoi on se trouve déjà. On n'est qu'au tout début, mais on y est. Si ça peut aider en termes d'image quant au fait de donner avant de prendre, imaginez que vous fassiez du jardinage et que vous preniez tout le temps tout ce que la terre vous donne sans jamais l'arroser, sans jamais lui mettre de l'engrais si nécessaire, sans jamais lui apporter le soleil dont elle a besoin ou l'ombre parfois dont elle a besoin. Est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait ? Le fait de nourrir la terre en permanence du mieux qu'on peut avec de l'amour, avec de l'eau, du soleil ou de l'ombre, avec tout ce qui lui est nécessaire, de l'engrais, ça va naturellement donner envie à la terre de restituer quelque chose, de se rendre belle, de se rendre prolifique, de faire quelque chose de beau naturellement. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique de donner, vous allez recevoir automatiquement. Mais si vous êtes uniquement dans cette dynamique de prendre, là naturellement ça fonctionnera pas, ça va s'appauvrir, ça générera du stress, du conflit et tout ce qui va avec et qui est logique d'ailleurs. Donc prenez l'habitude de donner, de nourrir quelque chose, de nourrir cette complémentarité, allez amener ce que vous êtes, ce que vous pouvez donner et partagez ça et nourrissez vraiment ça dans le cadre de l'unité qui vous permettra vraiment d'avoir un avenir en commun qui sera stable, qui sera complémentaire et qui sera profondément joyeux. C'est une excellente conclusion. Alors avant de nous quitter, je pense qu'il serait intéressant, puisque la question est connexe, de répondre à une autre question posée par une autre personne et qui s'est exprimée en ces termes. Quand sera-t-il de l'avortement et des systèmes de contraception ? Ça, c'est quand même c'est important. Du coup, on va y répondre également. Iléana en avait parlé il me semble, de l'avortement. Oui. Donc l'avortement sera possible jusqu'à 6 mois parce que après 6 mois, on entre dans un cycle profondément de vie et pas dans un cycle simplement cellulaire de mise en place de quelque chose qui peut tenir debout.
À 6 mois, il y a une limite, et donc après 6 mois, ce serait un meurtre. Avant 6 mois, c'est pas le cas, donc l'avortement est possible jusqu'à 6 mois, et les systèmes de contraception, le piercing. Alors ça, oui, très, très peu de gens savent, et ceux qui l'ignorent et auxquels on l'apprend sont généralement relativement violents dans leur réaction, parce qu'ils refusent d'adhérer à l'idée, alors que ce soit si simple. Voilà, peut-être parce que ils auraient préféré que ce soit se poser un piercing plutôt que prendre des hormones de synthèse pendant des années et des années. Évidemment, les intérêts de l'industrie pharmaceutique prime sur le bon sens, c'est évident, tout le monde sait ça. Mais effectivement, le moyen le plus sûr, supérieur à 99,9%, en termes de contraception effectivement efficace, c'est le piercing au nombril, par à l'oreille ou au pied. Oui, on ne dira pas 100% parce qu'il y a toujours la psychologie féminine, la force d'une femme, et peut aller au-delà de tout. Et si une femme veut vraiment, de toutes ses forces, avoir un enfant, qui est un homme ou pas, qui est un piercing ou pas, qui est le jour, la nuit, une tempête, qu'importe, elle aura un enfant. Parce que le corps d'une femme peut générer ça tout seul comme un grand. Mais si elle a à ce point envie d'avoir un enfant, elle va poser un piercing en termes de contraception. Ah oui. Mais par contre, si elle ignore que c'est encore que j'en connais, des femmes qui ont tout fait pour avoir un enfant, il n'y a jamais eu moyen. C'est vrai que c'est dans l'ordre du possible, mais c'est quand même très rare. Il faut à ce moment-là que la femme soit vraiment psychiquement très puissante. Oui. Là, il y a moyen de contrer, mais c'est vraiment de l'ordre du millionième de pourcent. Enfin, c'est extrêmement rare, mais effectivement, ça existe. Mais je connaissais des femmes qui ont tout tenté pour avoir un enfant, il n'y a pas moyen. Et mais enlevez votre piercing, qu'est-ce que ça va? Enlevez-le, vous verrez. Ça vous coûte rien, essayez. Tombez enceinte le mois suivant. Ah oui, on en a déjà fait état de ça. Mais c'est absolument faux. Non, mais comment osez-vous? Comment vous pouvez vous permettre? C'est ridicule. Vous êtes une secte, bande de salauds. Enfin, calmez-vous. Mais j'étais extrêmement surpris de la violence de la réaction, alors que c'était une personne lambda. À la limite, elle aurait travaillé pour un labo pharmaceutique. On aurait pu comprendre, mais là, même pas. C'est vraiment très, très, très bizarre. Donc, on mettra une photo on fera mettre une photo sur le podcast. Grand plaisir. Oui. D'un piercing au nombril. En fait, il faut juste qu'il soit positionné sur la partie haute du nombril. C'est là où les perceurs le mettent de manière systématique. Donc, il n'y a pas besoin de faire un schéma bien compliqué. Simplement, c'est cet endroit-là qui va bloquer un canal d'énergie. On sait que ça peut être un peu mystagogique dit comme ça, mais c'est juste factuel. On sait que le corps fonctionne avec de l'énergie, comme une voiture. Albert Einstein disait « Tout est énergie ». Voilà, eh bien, là, ça bloque simplement un canal qui fait que ça bloque la possibilité d'avoir des enfants. Mais en fait, c'est une forme d'acupuncture, bêtement. Oui, mais c'est ça. C'est tout à fait sur le même principe. La seule chose, c'est qu'il faut que l'aiguille de l'acupuncture en question, en l'occurrence le piercing, soit posée en permanence. À partir du moment où on l'enlève, la digue saute. D'ailleurs, il faut y faire attention à ça. Je connais des cas où certaines femmes ont enlevé le piercing en pensant que ça irait pour ci ou pour ça pendant une nuit, parce que ça fait plaisir, qui sont tombées enceintes. Donc c'est une méthode de contraception, il faut pas jouer avec, c'est comme enlever son préservatif une fois quand on fait l'amour parce que ça craint rien. Si, c'est le même principe. Il faut le garder. Si vous faites pas l'amour pendant 10 ans, peut-être que vous pouvez l'enlever, c'est pas la question. Surtout que le sperme a quand même une durée de vie qui est longue et le corps peut être parfois surprenant. Donc même si c'est il y a 2 jours que vous avez eu votre dernier rapport, gardez le piercing. Je pense qu'il faut attendre quand même un temps certain ou même un autre cycle pour pouvoir l'enlever en étant sûr que tout va bien. On n'imagine pas les ressources du corps humain pour parvenir à ses fins quand il en a envie. Ah oui. Aidé par la psyché derrière, c'est hallucinant. La médecine officielle n'a pas toutes les réponses. Quoi qu'on en dise, ils sont comme ignorants d'énormément de faits, de leurs propres faits d'ailleurs, parce qu'ils refusent de s'y intéresser, donc après c'est un choix. Mais c'est absolument factuel.
Donc, en fait, cette méthode de contraception est celle qui est la plus évidente, celle qui est la plus saine, parce que, bon, hormis ce canal énergétique-là, en l'occurrence, il ne se passe rien, il n'y a pas d'effet secondaire autre. On le vit absolument parfaitement bien, et le jour où on veut avoir un enfant, on l'enlève, et le jour où on ne veut plus en avoir, on le remet, et puis voilà. La seule chose qui potentiellement peut être délicate avec un piercing au nombril, c'est que c'est le piercing qui est le plus long à cicatriser. Donc une fois qu'il est posé, ça n'empêche pas, il agit. Simplement, pour la femme, en termes de confort, ça met un petit temps à cicatriser, ça peut être parfois on peut trouver le temps long. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Il n'y a qu'un seul et unique milieu où cette information se sait. Parce que toutes les personnes concernées, donc les femmes de ce milieu, alors plus de 99% portent un piercing au nombril. Quasiment toutes. C'est l'industrie de la pornographie. Là, ça se dit, ça se sait. Ça se dit dans les couloirs, évidemment, c'est jamais annoncé, c'est une fantaisie comme les tatouages, parce que les hardeurs, comme on dit, sont souvent tatoués, c'est une fantaisie comme une autre. Et en l'occurrence, là, précisément, ce n'est pas une fantaisie, c'est la raison qui préside. Et ne vous fiez pas, avec tout notre respect, ne vous fiez pas aux avis des gynécologues qui vous diront évidemment qu'il vaut mieux prendre la pilule ou qu'il vaut mieux prendre se faire poser un stérilet, enfin tout ce qui coûte beaucoup plus cher, qui rapporte plus surtout. Voilà, ouais. Les experts, les spécialistes et les diplômés, en fait, sont simplement des gens qui ont appris ce qu'on leur a enseigné. Il faut voir qui enseigne maintenant et pourquoi. Bien sûr. Bon, on va pas dériver sur un autre sujet. Outre le fait qu'il ait déjà été dit que les formations en médecine soient pondues par les laboratoires pharmaceutiques, ceci explique cela, ce que personne ne sait non plus, même pas les médecins d'ailleurs, souvent. Enfin bref, toujours est-il que, voilà, pour ce qui est des réponses aux questions posées, nous espérons que notre intervention ait été intéressante pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude, envoyez-nous-les à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et bien, portez-vous bien en attendant. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. Prenez soin de vous, bye bye. Bye bye.